Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant la série de vidéos sur les oscillateurs électriques. Nous avons dans la première vidéo parlé des oscillateurs REC et là nous avons fait allusion à l'importance et l'utilisation des dipôles considérés. Alors il a été dit que ces dipôles-là étaient beaucoup plus utilisés dans des appareils électriques et électroniques tels que les téléviseurs, les radios, les ordinateurs, les amplificateurs et bien d'autres. Voilà. Donc ici nous nous intéressons au dipôle LC. Et pour mieux comprendre cette partie concernant le dipôle LC, il faut bien faire la différence entre la notion d'oscillation libre et forcée et d'oscillation amortie et non amortie. Alors avant cela, dit tablé, nous allons d'abord observer notre schéma, notre dispositif expérimental, qui comporte un condensateur, une bobine purement inductive et un générateur basse fréquence qui va permettre de charger le condensateur. Bien, nous avons la voie Y1 qui va permettre d'observer la tension UC, donc de AN à la masse. Nous avons la tension UC qui sera donc observée sur l'écran de l'oscilloscope. Et si on vous demandait par exemple de représenter la voie Y2 qui permettra d'observer par exemple l'évolution de la tension aux bornes de la bobine, vous allez donc le mettre, vous allez indiquer cette voie là ici. Vous pouvez faire comme ceci. Voilà. Et là vous mettrez tout simplement Y2. On verra donc que la voie Y2 permettra donc d'observer la tension UL ou encore UDE aux bornes de la bobine. Voilà. Parlons des oscillations libres forcées. Les oscillations sont dites libres lorsqu'elles ne sont pas imposées par un dispositif extérieur tel qu'un générateur. Maintenant, les oscillations sont dites forcées lorsqu'elles sont imposées par un dispositif extérieur. Et dans ce cas, on dit que les oscillations là sont entretenues. Bon, dans notre circuit, vous voyez que dans un premier temps, on va charger le condensateur. On va basculer l'interrupteur en position 1, le générateur va charger le condensateur. Une fois que le condensateur sera chargé, on va basculer en position 2. Et puis, le condensateur doit donc se décharger dans la bobine. Le condensateur va se décharger dans la bobine. Donc, le dipôle LC est soumis ici aux oscillations libres. Mais ces oscillations libres ne sont pas amorties. Elles ne sont pas amorties. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de conducteurs ohmiques, c'est-à-dire de résistors. C'est la raison pour laquelle notre dipôle LC ici est soumis aux oscillations libres et non amorties. Maintenant, lorsqu'il y a la présence des résistances, alors il y a dissipation de l'énergie à travers cette résistance au cours de l'évolution du circuit. Là, les oscillations deviennent amorti comme vous pouvez voir ici. Donc, notre dipôle LC ici ne sera pas soumis aux oscillations non amorties. Ils seront libres. Et quand c'est libre ou entretenu, dans certains cas, l'amplitude des oscillations reste constante. Ici, lorsque c'est amorti, l'amplitude des oscillations diminue au fur et à mesure. Et on parle de pseudo-période. Ici, on parle de période propre. Et ici, de pseudo-période. Donc, il faut bien faire la différence entre ces différentes notions. Donc, nous venons de tabler sur la notion d'oscillation libre, forcée, oscillation amortie et non amortie. Donc, plus la résistance est grande, plus les amortissements sont grands. Voilà. J'espère que nous avons fait table rase de ces 4 notions. Nous allons à présent faire notre cours à l'économie. Équation différentielle et constante de temps du dipôle LC. Donc, une fois que le condensateur est chargé, celui-ci doit se déverser dans la bobine. D'après donc la loi des mailles, on aura UL plus UC égale à 0. Donc, la somme des différences de potentiel lorsqu'on parcourt la maille dans le sens choisi est égale à 0. C'est ça ici. Or, d'après la loi d'Ohm, UL aux bornes de la bobine purement inductive, c'est LdI sur dt. Et au bornes du condensateur, comme dans la première vidéo, dont les liens se trouvent encore en dessous,
Nous avons UC égale à Q sur C. Une fois que nous avons ces deux lois, qu'est-ce qu'on fait? On remplace UL et UC. Nous avons L, D sur DT plus Q sur C égale à 0. Alors, on va diviser, non, pas encore. Nous avons I. L'équation différentielle est l'équation différentielle d'évolution de la charge, donc en fonction de Q. Nous avons I. Et nous avons vu également précédemment que I était égal à dQ sur dt. Nous allons donc remplacer ici. Qu'est-ce que ça devient? Comme I est égal à dQ sur dt, on aura donc L d carré Q sur dt carré plus Q sur C. Alors, on va diviser tout ça par L pour isoler d carré Q sur dt, comme dans les équations différentielles normales en mathématiques. Nous avons donc d carré Q sur dt au carré plus 1 sur LC Q égale à 0. Ceci peut encore être écrit comme ceci. Q' plus 1 sur taux Q égale à 0. Avec taux égale à LC. Donc, taux ici est égal à L fois C. Et là, c'est la constante de temps de notre dipôle LC. Nous avons L qui s'exprime en Henrys, H, C s'exprime en farad, F, taux en seconde, S. Voilà pour ce qui est de l'équation différentielle d'évolution de la charge. Dans ce cas, vous voyez que là, nous avons affaire à une équation différentielle de second ordre, comparativement au dipôle REC forcé. Parce que dans le cas du dipôle REC de la première vidéo, dans le lien se trouve en dessous, on avait affaire aux oscillations électriques forcées parce que le dipôle RC était entretenu par un générateur de tension. C'était un générateur de tension idéal. Donc là, je disais, on a affaire à une équation différentielle de second ordre. Et vous constaterez donc que 1 sur tau représente encore oméga 0 au carré. Nous allons donc l'exploiter dans la suite pour pouvoir déterminer la période et la fréquence propre, c'est-à-dire la période propre et la fréquence propre du dipôle LC, libre. Donc, cette équation différentielle peut donc se mettre encore sous cette forme que Q' plus oméga 0 au carré, qui est la pulsation propre, fois Q égale à 0. Oméga 0 au carré est donc égal à quoi? À 1 sur LC, que voici. Oméga 0 est donc égal à 1 sur racine de LC, puisque racine de 1, c'est 1. Donc, oméga 0 est encore égal à 2pi sur T0 anti-T0. T0 sera donc égal à 2pi fois racine de LC, que voici. La fréquence propre s'ensuit. F0 est égal à 1 sur T0. La fréquence est 1 sur T. C'est l'inverse de la période. Donc, nous obtenons donc cette dernière relation. Que vaut l'impédance du dipôle LC? Aussi simple. L'impédance, c'est L oméga moins 1 sur C oméga le taux au carré. Ce qui équivaut encore à L oméga 0 moins 1 sur C oméga, aussi simplement. Nous allons y revenir à la troisième ou à la quatrième vidéo concernant cette série. Ne faut s'inquiéter pas. Bilan énergétique. Bilan énergétique. Dans le dipôle LC libre, lorsque le générateur charge le condensateur, l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur sera donc transmise à la bobine. Et on aura donc 1/2 de C fois U au carré. Ce qui sera encore égal à 1/2 de L fois I au carré, parce que cette énergie qui était dans le condensateur sera tout simplement transmise à la bobine. Et la bobine va donc stocker cette énergie sous cette forme. Donc, nous aurons W dans le circuit, c'est-à-dire l'énergie électrique dans le circuit, est égal à l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur, ce qui est encore égal à l'énergie électromagnétique emmagasinée par la bobine. Donc, ça veut dire quoi? Que W du circuit LC est égal à W électrique, ça c'est pour le condensateur, W magnétique, ça c'est pour la bobine, ce qui est égal à une constante. Tout court. Déjà, si vous aimez ce que je fais, laissez un pouce bleu.
abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos et laissez un commentaire à la fin de la vidéo. Alors, terminons cette vidéo avec l'analogie entre le pendule élastique et le dipôle LEC. Vous avez eu à voir les oscillateurs mécaniques. Donc, le pendule élastique, c'est un oscillateur mécanique constitué d'un ressort à l'extrémité duquel on a fixé une masse. Maintenant, le système peut varier de manière alternative autour d'une position d'équilibre. Donc, grandeur mécanique, grandeur électrique. Dans les oscillateurs mécaniques, l'abscisse c'est X. Dans les oscillateurs électriques, on a affaire à la charge. Donc, l'abscisse est équivalent à la charge. La vitesse en mécanique est équivalente en électricité à I, l'intensité. La masse en mécanique, l'inductance en électricité. La constante de raideur du ressort en mécanique et l'inverse de la capacité en électricité, c'est-à-dire dans les oscillateurs électriques. Et puis, les forces de frottement dans les oscillateurs mécaniques et puis la tension dans les oscillateurs électriques. Ensuite, nous avons maintenant la pulsation propre dans les oscillateurs mécaniques, c'est K sur M, racine de K sur M. Le K, c'est la raideur du ressort et la masse fixée au ressort. Dans les oscillateurs électriques, oscillateur LC précisément, la pulsation propre, comme nous venons de voir, c'est 1 sur racine de LEC. L'énergie cinétique dans l'oscillateur mécanique, c'est 1,5 de M fois V au carré. Dans le cas de l'oscillateur électrique, c'est l'énergie magnétique qui est 1,5 de L fois I au carré. Et puis, pour l'énergie potentielle élastique, c'est 1,5 de K fois X au carré. Puis, il suffit maintenant de remplacer K par 1 sur C et X par Q. Là, vous allez obtenir Q au carré sur C, l'énergie correspondante dans l'oscillateur électrique. Et voilà, nous mettons comme ça un terme à cette deuxième vidéo concernant les oscillateurs électriques. Alors on se dit au revoir et à la prochaine vidéo.